Merci Alban également pour l'invitation. Bonjour à tous, on est très content d'être là et de co-organiser ce webinaire. Vous excuserez ma voix un peu rocailleuse, j'ai attrapé un petit rhume, mais j'espère que ce ne sera pas gênant pour la présentation. On peut peut-être se présenter très rapidement avec Célia. En gros, donc, moi je suis Thibaut, je suis un des deux cofondateurs de Keops, et notre mission chez Keops, c'est d'aider les petites entreprises au sens large, hein, ça peut aller du couple d'agriculteurs jusqu'à la TPE, PME qui va faire quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc déjà des plus grosses entreprises, à se développer en grande distribution. On va y revenir, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir aider ces entreprises-là à développer leur chiffre d'affaires, développer du commerce, comme disait Sébastien, trouver des nouveaux canaux de distribution grâce à la GMS, qui est évidemment un des plus gros acheteurs de produits alimentaires en France, si ce n'est le plus gros. Et Célia, qui est avec nous, est en charge des relations avec tous les producteurs chez Keops, et donc elle connaît évidemment très bien les problématiques que vous pouvez aussi rencontrer sur ce secteur-là. Bonjour à tous et enchantée. Pour le coup, j'en ai vu certains d'entre vous mardi dernier. Voilà, j'espère vraiment que cette présentation va répondre à vos attentes et surtout vos questions sur la grande distribution. Et donc, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? On vous propose déjà de faire une petite introduction. On a regardé un petit peu les participants. Il y a des niveaux de maturité sur le sujet de grande distribution qui sont assez variables. Donc, on va repartir un petit peu des basiques. Il y aura peut-être quelques évidences pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on pense que c'est important de faire quelques rappels. Ensuite, on parlera ensemble de pourquoi vendre en GMS. C'est quoi vraiment l'objectif? Pourquoi est-ce qu'on vous recommande fortement de vendre en GMS et pourquoi c'est généralement une carte payante? Après, comme disait Sébastien, un petit topo autour des mythes et réalités. Il y a beaucoup d'idées préconçues. Certaines sont vraies, mais la plupart sont fausses sur la grande distribution. Et donc, on va essayer un peu de différencier le vrai du faux. Ensuite, peut-être le plus important du webinaire d'aujourd'hui, ça va vraiment être de pouvoir vous expliquer comment avoir vos produits en rayon le plus vite possible. C'est vraiment l'enjeu généralement le plus important, la difficulté la plus importante, c'est OK, comment je fais et comment je fais pour que ce ne soit pas dans 12 mois, pas dans 15 mois, pas dans 24 mois, mais la semaine prochaine. Il y a des codes à connaître, il y a des bons réflexes à avoir et c'est ça qu'on va essayer de partager avec vous aujourd'hui. Et puis, comme l'a dit Clotilde, des témoignages, donc la laiterie de la ferme de Vitin et le Carrefour Market de Nangy. On laissera évidemment un peu de temps à la fin de la présentation pour des questions. L'idée, pour autant, hein, comme le disait Clotilde, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. On les prendra à la fin de chaque grande partie. Peut-être, avant de commencer, un tout petit peu de vocabulaire pour qu'on soit sûr de tous parler de la même chose. Et je ne vais pas faire un grand cours théorique, mais c'est important de bien comprendre ces trois concepts-là qu'on a mis à l'écran. Le premier, c'est qu'on a deux typologies de magasins en grande distribution, et c'est vraiment très important de comprendre ça. On a d'une part les magasins intégrés. C'est quoi un magasin intégré? C'est un magasin qui est détenu directement par le siège social d'un grand groupe de distribution. Un grand groupe de distribution en France, hein, c'est Carrefour, Auchan, Monoprix. C'était Casino à une époque. Pour ceux qui ont suivi, ça ne l'est plus trop aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est là vraiment des entreprises qui vont détenir directement tous ces magasins. Le directeur de magasin est un salarié de Carrefour, les chefs de rayon sont des salariés, tout le monde est salarié, et on est dans une entreprise un peu classique. Ensuite, on a les magasins franchisés ou indépendants. Et ça, c'est vraiment super important parce que vous allez voir plus tard, c'est ce qu'on va vous recommander, c'est le type de cible commerciale qu'on va vous recommander d'attaquer en premier. Donc, c'est quoi un magasin franchisé ou indépendant? C'est un magasin qui est détenu par un entrepreneur, comme vous, j'imagine, autour de ce webinaire, et qui, en gros, mettent leur argent, prennent leurs risques et sont propriétaires du fonds de commerce, du magasin, et qui donc sont des vrais entrepreneurs avec, vous allez le voir, un pouvoir de décision qui est évidemment assez fort puisqu'il ne dépend pas des décisions de la centrale, en tout cas pour beaucoup de choses. Donc, on a deux typologies là-dedans. On a les franchisés. Donc, on va retrouver un peu les mêmes enseignes. On a la grosse franchise en France, hein, c'est Carrefour, soit des hypermarchés, des Carrefour Market, des Carrefour Proxy, City en l'occurrence. Alors, vous verrez que déjà, on a une petite complexité là, hein, parce que comment savoir si un magasin est indépendant enfin franchisé ou intégré, c'est pas forcément évident au premier abord quand on va chez Carrefour. Et ça fait partie des questions importantes qu'il faut arriver à comprendre très vite quand on travaille avec le magasin. Et puis plus facile, on a les grandes enseignes indépendantes, qui sont les enseignes qui cartonnent en ce moment dans la distribution. Intermarché, Leclerc, Coopérative U. Donc Coopérative U, hein, c'est Super U, Express, Hyper U, etc. Où là, c'est vraiment des entrepreneurs indépendants. Ils détiennent leur magasin, ils détiennent généralement, souvent,
leur mur et ils sont vraiment décisionnaires sur le point de vente par point de vente. Ils n'ont pas besoin de demander l'aval du siège pour trouver un nouveau fournisseur, pour mettre des produits en rayon. Et ça va être le gros intérêt de tous ces magasins franchisés ou indépendants. Je le répète, mais vraiment cette liberté de décision dans l'acte d'achat et dans le choix des fournisseurs qu'ils vont pouvoir faire. Et puis le dernier point, c'est la centrale d'achat. Ça, vous en avez forcément tous beaucoup entendu parler. C'est quoi une centrale d'achat? C'est assez simple, hein. C'est une structure centralisée qui va exister dans toutes les enseignes que j'ai mentionnées précédemment, que ce soit indépendant, franchisé ou intégré, et qui va être en charge de négocier des prix, des tarifs au niveau régional, au niveau national, avec généralement des plus gros fournisseurs. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bon, ils font ça évidemment pour avoir du prix. Mais ils négocient surtout pour le compte de beaucoup de magasins. Donc là, ça veut dire qu'à partir du moment où on va discuter avec une centrale d'achat, il va falloir avoir beaucoup de volume, parce qu'une centrale d'achat, elle ne va pas aller négocier pour un ou deux magasins, elle va négocier pour 50, 100, 200, 300, 500, 4000 magasins. Et c'est là, c'est comme ça, c'est grâce à cet effet de volume qu'elle va trouver des prix intéressants. Grosse différence importante aussi, que vous n'avez pas directement sur les points de vente, sur les magasins, c'est que la centrale d'achat, elle est composée d'acheteurs professionnels dont c'est le métier et qui donc vont avoir des façons de travailler et des méthodes qui sont évidemment un petit peu différentes, parfois un peu plus fermes commercialement, on va dire. Et donc, vous allez voir, pas forcément vers eux qu'on vous recommande, dans un premier temps en tout cas, de vous retourner. Juste pour l'instant, pas de questions. Très rapidement, et je pense que ça va être une évidence pour beaucoup d'entre vous aussi, mais pourquoi vendre en GMS? Alors, le meilleur argument, il est simple, hein, c'est que 70 à 80% des ventes de produits alimentaires aujourd'hui en France passent par la grande distribution. Donc, c'est forcément le marché le plus gros auquel vous puissiez accéder. Et ça, c'est vraiment très important. Ça va être aussi des commandes moyennes qui sont plus élevées. Un restaurant en moyenne, on va être sur des commandes à peut-être 100 euros. Difficile d'amortir ses coûts logistiques avec 100 euros. La grande distribution, hein, quand nous on travaille avec nos clients sur Keops, la commande moyenne, elle est à 600 euros. 600 euros, ça permet d'avoir assez de volume pour pouvoir amortir ces coûts logistiques qui sont souvent un vrai frein, une vraie difficulté pour le développement des petites entreprises. Autre point, il y a évidemment beaucoup de clients. Plus de 10 000 clients par jour potentiellement sur certains des plus gros points de vente. Ça donne beaucoup de visibilité à vos produits. Et donc, c'est aussi une bonne façon pour vous de vous faire connaître. C'est vraiment un énorme marché où il y a énormément de gens qui passent tous les jours de la semaine. Et le dernier point, très important aussi, des commandes récurrentes et prédictives. À partir du moment où vos produits marchent et qui sont vendus, qui s'écoulent bien dans le magasin, c'est facile pour vous de prédire ce qu'on appelle le réassort, c'est-à-dire vraiment le repassage de commandes par le magasin. Et ça vous permet évidemment d'avoir de la visibilité sur vos commandes futures, sur votre chiffre d'affaires futur, sur votre trésorerie future. Ça ne veut pas dire que les commandes sont stables tout au long de l'année. Il y a de la saisonnalité, évidemment, selon les typologies de produits que vous pouvez faire ou selon qu'on soit en été. Typiquement, là, en Ile-de-France, juillet-août, ça va ralentir un peu. Mais en tout cas, ça donne de la prédictibilité parce que globalement, on le verra, hein, les magasins sont des gens très pragmatiques. À partir du moment où les produits se vendent, ils n'ont aucune raison d'arrêter de les commander. Je continue d'avancer. On va passer sur la partie qui commence à être, je pense, plus intéressante pour vous, c'est la GMS, du mythe à la réalité. Évidemment, n'hésitez pas à nous poser des questions sur ces parties-là. Premier point, et vous allez commencer à le comprendre, on entend souvent, pour travailler en grande distribution, il faut absolument passer par la centrale d'achat. Alors ça, c'est faux. C'est complètement faux et c'est d'ailleurs pas du tout ce qu'on vous recommande. Vous l'avez compris, la centrale d'achat, ça cherche à massifier du volume et donc ça va d'une part avoir des exigences vis-à-vis de vous de volume en disant on veut des volumes énormes. Ils vont généralement pas prendre de risques parce que si vous êtes une petite entreprise, ils ont besoin d'avoir un peu de recul sur vos capacités à vendre vos produits, donc ils vont pas forcément s'engager, encore moins libérer de la place dans leurs gros entrepôts centraux pour des produits dont ils n'ont pas forcément d'historique de vente. Et donc, il y a un autre canal qui existe, qui est le canal qu'on appelle direct. Et on va beaucoup en parler dans ce webinaire. C'est ce qui ne passe pas par la centrale d'achat, ce qui ne passe pas par les entrepôts, ni par les plateformes des grands distributeurs. C'est le fait d'aller vendre en direct au point de vente, que ce soit des magasins de proximité, les supermarchés et des hypermarchés. Alors, on pourrait se dire, bon, pourquoi est-ce que les magasins, ils n'achètent pas tout à la centrale d'achat? Parce qu'après tout, ils peuvent avoir des prix intéressants et il serait bien bête de ne pas le faire. Pour une raison très simple, c'est que globalement, le magasin il va chercher des produits différenciants. On a essayé de représenter un petit peu en haut des produits différenciants pour ses clients à lui. On va avoir dans certaines zones de chalandise des clients qui veulent des produits locaux. On voit dans d'autres des produits artisanaux, dans d'autres du site pour la chandeleur. Donc,
On a plein de clients dans les magasins qui vont chercher des produits qui sont très niches, qui sont très liés à la typologie de clientèle et qui vont donc pas forcément intéresser la centrale. Parce que comme je l'ai dit, la centrale va vouloir négocier avec, pour vous livrer 50, 100 magasins. Et le produit local d'un magasin, bah, évidemment, il n'est pas local pour l'autre. Et donc, il va pas être intéressant pour la centrale. On va avoir des zones où les consommateurs vont chercher des produits premium, d'autres où les consommateurs vont chercher des produits plus à bas prix. Et donc, la centrale, elle n'est pas forte pour faire du sur-mesure magasin par magasin. Et c'est là où vous pouvez rentrer en jeu parce que vos produits sont évidemment différenciants par rapport à des marques nationales en termes de qualité, en termes de localisation, en termes de marketing. Et donc, vous allez pouvoir directement, chez toutes les enseignes, aller faire du direct et donc essayer de vendre vos produits directement, point de vente par point de vente. Alors, on peut se dire, ah oui, c'est un petit peu laborieux, mais ça va avoir beaucoup de vertus. La première étant de tester à petite échelle et d'avoir des retours rapides sur est-ce que vos produits ils se vendent ou pas. Et s'ils ne se vendent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne se vendent pas? Est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que c'est un problème de qualité? Est-ce que c'est un problème de packaging? Est-ce que c'est quoi que ce soit? Donc ça va vous donner très vite du retour d'expérience pour pouvoir, après, demain, un jour, peut-être quand vous êtes plus grand et plus gros, aller discuter avec la centrale si vous le souhaitez. Je sens qu'on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus, mais il n'y a évidemment pas que des avantages à travailler avec les centrales d'achat. Bref, en deux mots, il n'y a pas du tout besoin de passer par les centrales d'achat pour commencer à faire du business avec la grande industrie. Et nous, d'ailleurs, un Keops, notre métier, c'est d'aider sur tout le flux qui ne passe pas par la centrale. On fait ça tous les jours. Et dans certains magasins, peut-être pour vous donner un chiffre qui est important, on a certains de nos clients qui passent près de 20% de leurs achats en dehors de la centrale. Donc en direct, directement à des petites entreprises comme vous. Donc et 20% d'un magasin qui fait 10, 15 millions d'achats par an, on parle vraiment déjà de 2-3 millions d'euros par an d'achat, ce qui est quand même très, très significatif. Thibaut, vous pouvez peut-être nous dire quels sont les interlocuteurs en centrale d'achat et en magasin, Ouais, quel profil et comment ça fonctionne déjà à ce niveau, s'il vous plaît? tout à fait. Alors, effectivement, en centrale d'achat, donc vous allez avoir des acheteurs professionnels, hein, donc c'est vraiment des acheteurs dont c'est le métier. Si c'est une centrale régionale, vous allez avoir des acheteurs régionaux. Si c'est une centrale nationale, des acheteurs nationaux. Donc, en gros, le boulot de ces gens-là, hein, c'est de prendre rendez-vous avec vous, de regarder les volumes qu'ils peuvent faire potentiellement. Est-ce que votre produit a un intérêt dans l'offre, dans l'assortiment global des points de vente, disons Carrefour, par exemple. Et si ils estiment que oui, ça a un intérêt, évidemment, ils vont aller chercher du prix avec vous. C'est leur métier, hein. Aller essayer de récupérer la meilleure offre possible. Et on verra un peu plus tard dans la présentation que ce n'est pas du tout l'optique des magasins quand vous allez les démarcher individuellement sans passer par la centrale. Parce que là, pour répondre à la question de Clotilde, vous avez des chefs de rayon, des directeurs de magasins, on fera intervenir Anthony tout à l'heure de Nangis, et il vous dira, il me l'a dit tout à l'heure par téléphone, il n'a jamais négocié les prix. Ces gens-là en magasin, ce n'est pas des acheteurs professionnels, c'est des gens entre guillemets comme vous et moi. Généralement, si vous êtes du coin, peut-être qu'ils vous connaissent ou qu'ils connaissent quelqu'un qui vous connaît, et donc ils ne sont pas là pour vous massacrer sur les prix. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire tout et n'importe quoi, hein. Ça veut dire que si vos produits ne se vendent pas, il y aura effectivement une discussion à avoir, mais en tout cas, ils vont très rarement, je ne dis pas que ça arrive jamais, mais très rarement, et nous on le voit vraiment quasiment jamais, négocier vos tarifs. Ils vous font un retour s'ils pensent que c'est trop cher, si ça ne se vend pas, mais ils ne sont pas là pour négocier les prix, ce n'est pas leur métier. Ils ont 500 trucs à faire dans la journée, réparer le frigo qui ne marche pas, s'assurer que les clients ils passent bien en caisse, que le magasin est propre. Et donc, ils ne sont pas là pour négocier du tarif, surtout sur des volumes qui vont quand même pas non plus être énormes. On ne parle pas de Coca-Cola ou de Danone. Et justement, ça fait une bonne transition sur la slide d'après, qui est une idée reçue qu'on entend très souvent aussi, c'est il faut faire des volumes énormes pour vendre jamais. Je pense que ça, c'est peut-être un des arguments qu'on entend le plus souvent quand on parle avec les fournisseurs qu'on a sur Keops. Et ça, c'est un peu le corollaire de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. À partir du moment où vous ne travaillez pas avec les centrales d'achat, à partir du moment où vous travaillez en direct avec les magasins, non, il n'y a pas besoin de faire des volumes énormes. Le minimum qu'il y a besoin de faire, c'est de pouvoir livrer un magasin de façon à peu près régulière. Alors évidemment, si vous êtes en mesure de livrer un magasin une semaine sur 4 ou un mois sur 4, pas forcément être très content parce que lui, ça lui coûte un peu d'argent de mettre en rayon, de changer ses étiquettes, etc. etc. Donc, il faut que vous arriviez au moins à livrer un magasin de façon régulière et récurrente. Alors, vos produits, évidemment, j'imagine que certains d'entre vous ont des produits saisonniers. S'ils ne poussent pas, ils ne poussent pas. Mais au moins, tout le long de la saison, que vous soyez en mesure de livrer au moins un client. Et on vous recommande d'ailleurs plutôt de travailler avec moins de points de vente, mais d'être en mesure de les livrer et de façon récurrente et avec le minimum de rupture possible, plutôt que d'en avoir trop et de voir en fait arbitrer derrière en disant ah oui non mais là il faut que je livre machin parce que je ne l'ai pas livré depuis longtemps et puis lui parce que ça évidemment c'est pas un bon terreau pour construire une relation commerciale saine avec vos futurs clients demain.
Donc, pareil, pas besoin d'avoir des volumes énormes, pas besoin de vendre des palettes. Vous vendez des colis. Généralement, ce qu'on recommande, c'est d'avoir quand même au moins, pour les produits d'épicerie, 3 à 5 références. Pourquoi 3 à 5 références? Ça peut être un peu bête, mais c'est en termes d'affichage et d'expérience client, c'est toujours bien d'avoir plusieurs produits du même fournisseur pour faire ce qu'on appelle une descente dans les rayons, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu joli. Et donc, on met au moins 3 produits, 5 potentiellement. Si vous avez un seul produit à vendre, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est parfois un peu plus difficile parce que le magasin va vouloir pouvoir mettre en avant vos produits de façon un petit peu plus large et pas que sur une seule référence. Hop, je continue. Le point qu'on entend aussi évidemment très souvent, j'ai commencé un petit peu à l'aborder déjà, c'est je vais me faire écraser lors des négociations. Alors, sans rentrer dans les détails, on est tous évidemment sensibles aux médias qui nous expliquent que en début d'année, lors des négociations, ce qu'on appelle les négociations annuelles en janvier, en février, on a des fournisseurs qui se font enfermer dans des petites salles dans les centrales d'achat pour se faire secouer sur les prix. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai. D'une part, je ne connais pas assez bien, mais surtout, ce n'est pas ce qu'on va faire là. Là, comme je le disais précédemment, ce n'est pas la centrale d'achat qui va acheter vos produits, c'est le magasin, c'est le chef de rayon, c'est le directeur de magasin qui n'est pas un acheteur professionnel. Il n'est pas là pour négocier les prix. Nous, on l'a vu quelques fois et on a honnêtement des dizaines et des dizaines de milliers de commandes qui sont passées sur Kev déjà. Donc, ce n'est pas l'optique. Le juge de paix, à la fin, et vous l'imaginez bien, comme je l'ai déjà dit, c'est est-ce que vos produits vont se vendre ou est-ce qu'ils ne vont pas se vendre. Donc, pas de stress sur les prix. Vous, généralement, et Anthony leur dira tout à l'heure, vous venez avec vos tarifs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout accepter. Évidemment, c'est à eux de décider. Est-ce qu'ils pensent que votre offre est adaptée à leurs clients? Mais ils ne sont pas là pour négocier les prix. Par contre, ça peut être intéressant, évidemment, s'ils vont faire un retour en disant ouais, là, ça me paraît un petit peu déconnecté du prix du marché. On a eu des cas, et sans citer de nom, sur certains produits où les produits étaient 5-6 fois le prix de la marque nationale, ce que j'appelle une marque nationale, ça va être Barilla, ça va être Danone, etc. 5-6 fois plus cher. Évidemment, pour le consommateur, à la fin, c'est un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains magasins, on peut le pousser, dans le 7e arrondissement à Paris ou à Montesson, dans des zones un petit peu plus aisées, mais ça ne va pas être facile partout. Donc, vraiment, le jeu du prix est important, mais ça, je pense que vous le savez évidemment aussi mieux que nous. Ça ne veut pas dire juste pour compléter là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut être au même prix que les marques nationales. Notamment les produits locaux, les produits artisanaux, les clients, et on le voit tous les jours, sont prêts à payer un surplus pour accéder à ces produits-là, pour peu qu'ils comprennent évidemment que ces produits sont des produits artisanaux. Mais il ne faut pas que la décorrélation, la déconnexion soit trop forte. Et est-ce que, Thibaut, le magasin en direct peut demander de la promotion en fait avec les produits en livraison directe? Et ouais, comment alors, ça se discute? Entièrement. Alors, ça arrive. Je ne vais pas vous dire que c'est au début assez peu, généralement, avec un nouveau fournisseur ou un petit fournisseur, c'est rarement le cas. Maintenant, au fur et à mesure où le fournisseur grossit, effectivement, la promotion, ça peut marcher, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être le fournisseur qui veut pousser de la promotion parce qu'il va faire un 2 pour un 3 pardon, pour le prix de 2 pour un petit peu booster les ventes dans le magasin, peut-être arriver à récupérer un emplacement sympa dans le magasin, en allée centrale ou en tête de gondole. Et à l'inverse, évidemment, les magasins sont toujours preneurs de promotion aussi. Ils peuvent vous en demander. Honnêtement, on pourra peut-être poser la question à Anthony tout à l'heure, mais sur la typologie, sur les petits fournisseurs, c'est quand même assez rarement le cas. Par contre, dans l'autre sens, c'est évidemment complètement faisable si vous voulez pousser des offres promotionnelles à vos clients. Et on vous recommande de le faire. Enfin, c'est aussi un des fondamentaux du commerce en grande distribution. La promotion, c'est quand même un acte, ça déclenche un acte d'achat fort. Évidemment, il faut que vous puissiez vous y retrouver économiquement et qu'il y ait un rationnel pour vous. Mais c'est toujours intéressant et c'est évidemment très apprécié des magasins d'avoir de la promotion parce que le prix reste évidemment un facteur clé de décision dans l'acte d'achat. Thibaut, on a une question. Oui. Question de Marine. On avance nos prix nets à nous ou le prix de vente consommateur? Et combien de marge en moyenne les magasins GMS prennent-ils? Alors, marge peut-être à préciser en centrale et en direct, il y a peut-être des différences. Effectivement. Alors, ce qu'on recommande généralement, c'est de faire les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut communiquer au magasin les prix auxquels lui va acheter, donc vos prix nets, auxquels le magasin va pouvoir acheter en hors taxe les produits. Ce qu'on recommande souvent aussi, notamment si vous voulez garder un peu d'homogénéité dans vos prix de vente et dans votre gamme, c'est de
proposer des PVC, ce qu'on appelle les prix de vente consommateurs, justement, et de les pousser au magasin. Généralement, notamment quand ils commencent à travailler avec un fournisseur qu'ils ne connaissent pas, ils vont se baser sur ça parce que vous êtes mieux placé que le magasin, souvent, pour connaître le bon prix de vente. Et donc, on recommande de faire les deux. Typiquement, dans Keops, on a les deux prix, le prix de vente pour le magasin et puis le prix de vente conseillé pour le consommateur. Sur le sujet de manière générale, hein, plus vous communiquez d'informations au magasin et à votre client sur vos produits et sur des informations qui peuvent l'intéresser, mieux c'est. Comme ça, il peut prendre des décisions intelligentes quand il met vos produits en ligne. Pour autant, c'est quoi le bon PVC? Et c'est là où on arrive sur le sujet de la marge. En gros, alors ça varie beaucoup selon les produits, mais sur des produits de petits fournisseurs, généralement, les magasins vont essayer de marger à 30-35% de marge brute. On tourne autour de cet ordre de grandeur-là. Là, en direct, en centrale, c'est toujours plus compliqué à savoir parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a des coûts logistiques qui se rajoutent, etc., etc. Mais il faut considérer, et je le dis tant qu'il y a personne de Carrefour de connecter, que grosso modo, la centrale elle va prendre 15% de frais de gestion et derrière, le magasin lui-même, il va rajouter 20-25%. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils vont vouloir avoir des prix un peu plus faibles parce que, bon, d'une part, ils vont vous acheter du volume, mais surtout, ils ont des frais additionnels qui sont liés au coût de la centrale qu'il n'y a évidemment pas quand vous vendez en direct. Hop. Autre point très intéressant, il n'y a que les prix bas qui intéressent la GMS. Alors ça, pareil, c'est faux. Je ne vais pas vous dire que c'est tout le temps faux, mais c'est régulièrement faux. Ce qui intéresse le magasin, et c'est un peu une évidence quand je le dis comme ça, le magasin, il cherche des produits qui se vendent. Je reprends mon exemple de Paris-Sèvres dans le 7e arrondissement. Avoir des produits d'entrée de gamme ou pas cher, c'est pas ça qui va l'intéresser. Il va vouloir vraiment des produits différenciants, sûrement haut de gamme pour s'adapter à sa clientèle. Ça ne veut pas dire que dans certaines zones de chalandise, on ne va pas chercher évidemment des produits moins chers. Quand il y a moins de pouvoir d'achat dans le bassin de consommation du magasin, évidemment qu'il va chercher des produits moins chers. Et ça soulève évidemment un enjeu très important sur lequel on va revenir juste après, qui est trouver le bon magasin. Nous, on vous déconseille fortement de vous épuiser, aller attaquer tous les magasins, faire un petit peu au premier qui répondra, parce que même s'il répond, si vos produits ne sont pas adaptés à la clientèle ou à la zone de chalandise, globalement, vous aurez peut-être une commande, vous aurez dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir pousser vos produits une première fois chez un nouveau client, le fameux coût d'acquisition client, et derrière, vous n'aurez pas de nouvelles commandes parce que les produits ne vont pas se vendre. Donc, c'est super important de comprendre comment vos produits se positionnent. Est-ce que vous êtes sur du haut de gamme? Est-ce que vous êtes sur du moins de gamme? Est-ce que vous êtes sur de l'entrée de gamme? Et derrière, de se dire, OK, c'est quoi les magasins qui ont l'air de répondre un peu à ces critères pour pouvoir les adresser en priorité et maximiser vos chances de recevoir une deuxième commande. On va déjà une première, et puis idéalement une deuxième et une troisième. Alors, vous allez me dire, on n'a que du faux dans tout ce qu'on a dit jusque-là. Non, il y a un truc qui est vrai quand même, c'est il me faut absolument des codes barres. Alors, je passe le cas particulier des produits vendus en vrac, légumes, etc. Où là, évidemment, c'est pas forcément c'est pas indispensable du tout. Par contre, pour tous les produits d'épicerie, le liquide, tout ce qui n'est pas du vrac, grosso modo, il va vous falloir des codes barres. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que sinon, le produit, il passe pas en caisse. S'il passe pas en caisse, il n'est pas vendu. C'est évidemment un petit peu problématique pour le magasin et pour le client. Donc, pas de stress. C'est vraiment beaucoup plus simple que ce que beaucoup de gens pensent d'obtenir un code barre et un code barre officiel. Donc, déjà, je profite pour vous passer un petit message. N'allez pas chercher vos codes barres sur des sites obscurs sur Internet. Ça pose plein de problèmes. Vous allez les acheter plus cher. Et derrière, ça va être un enfer de réétiquetage, d'administration pour vous. Donc, il y a une seule entité en France et dans le monde d'ailleurs qui est autorisée à générer des codes barres pour vous. C'est une entreprise qui s'appelle GS1. Si ce n'est pas déjà le cas, il faut évidemment aller les voir, vous inscrire chez eux. Ça coûte pas cher pour une petite entreprise, alors, pas cher tout relatif, mais c'est 99 € l'inscription. Et ça va vous permettre derrière de générer autant de codes barres que vous voulez. On vous partagera les slides. Derrière, on a une petite procédure évidemment pour que vous puissiez regarder, qui est très détaillée pour vous inscrire sur GS1, pour générer vos premiers codes barres. C'est vraiment simple. Je crois qu'on l'a déjà fait pour certains de nos clients. Célia, ça nous prend littéralement 5 minutes d'inscription et 5 minutes de génération de codes barres. Donc, c'est vraiment super facile. Aucun stress, mais c'est par contre indispensable de le faire, parce que sinon vous allez directement vous faire arrêter par les magasins, et c'est une des premières questions qu'ils vont vous poser: est-ce que vos produits ils ont des codes barres? S'ils n'en ont pas, souvent, hélas, ça met fin à la conversation.
Et puis le dernier point, qui est un petit peu une transition sur notre slide suivant, qui est ça prend des mois pour avoir ces produits en rayon. Ça, c'est un retour qu'on a aussi souvent des gens qui ont essayé d'adresser la grande distribution, qui ont fait un premier rendez-vous avec un chef de rayon, parfois avec une centrale d'achat, et qui, des mois plus tard, ont toujours pas reçu de commande, qui se disent où est-ce qu'on en est, qui ont relancé, qui n'arrivent pas à avoir leurs interlocuteurs au téléphone. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai, et c'est la vraie difficulté pour nous qu'il faut adresser, c'est arriver à minimiser le temps entre la prise de contact et la vente du produit, le passage en caisse. On va y revenir juste après sur la partie suivante. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc si ça vous va, je continue d'avancer. Alors, le sujet peut-être le plus important sur lequel on va s'attarder, c'est comment faire. En pratique, tout ça, c'est bien sympa, mais bon, très concrètement, comment on fait pour trouver des nouveaux magasins et avoir ces produits en rayon le plus vite possible. En gros, si on schématise très simplement, il y a 4 grandes étapes dans la relation commerciale que vous allez avoir avec des magasins de la grande distribution. Le premier, c'est de démarcher. Évidemment, il va falloir trouver des magasins qui ont envie de bosser avec vous. Donc, il va falloir arriver à les convaincre, leur proposer les bons produits pour qu'ils puissent travailler avec vous. Ça, on va y revenir. C'est pas forcément simple parce que dans un gros hypermarché, il peut y avoir 400 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on contacte dans les 400 personnes ça va être super important, si vous voulez démarcher de façon efficace, d'arriver à trouver le bon interlocuteur dans le magasin qui va être en mesure de décider ou pas de travailler avec vous. Que vous ne perdiez pas de temps. Deuxième point, et je vais revenir sur chacun des points évidemment dans le détail ensuite. Deuxième point, référencer ses produits. Super important aussi. Si vous êtes d'accord avec un magasin pour travailler ensemble, il va falloir qu'à un moment, le magasin fasse en sorte que vos produits passent en caisse. Ça a l'air super bête, dit comme ça. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air, notamment pour le magasin, qui va avoir besoin d'avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir créer dans leurs outils informatiques à eux toutes les références nécessaires. Troisième point, livrer et facturer. Donc là, évidemment, il faut livrer la marchandise une fois que la commande est passée et puis la facturer. Pas toujours super simple. Livrer, ça va à peu près, même s'il peut y avoir quelques pièges. Et facturer, parfois très compliqué, selon les magasins intégrés, les magasins indépendants, les magasins franchisés, à qui on envoie la facture. C'est pas forcément trivial, on va y revenir. Et puis, le Graal, le plus important, c'est recevoir des commandes régulières. Vous avez mis beaucoup d'efforts pour acquérir un nouveau client, pour lui partager vos données de vos produits, recevoir une première commande. Généralement, vous n'avez pas encore amorti vos frais à ce niveau-là. Et donc, vous allez amortir vos coûts fixes en arrivant à recevoir des commandes régulières. Et ça, pareil, ça se travaille. Ça ne va pas tomber tout seul. Et hélas, parfois, ça tombe tout seul, mais pas toujours. Et donc, notamment au début de la relation commerciale, c'est vraiment très important de l'entretenir. On va y revenir. Dans le détail, démarcher les bons magasins pour mes produits. Donc là, vraiment, au tout début, quand vous allez vous lancer pour la première fois en grande distribution, l'enjeu, ça va être de trouver des magasins où vous êtes à peu près sûr de construire une success story. C'est quoi une success story? C'est le fait que vos produits se vendent, ou s'ils ne se vendent pas, que vous ayez récupéré un petit peu de feedback, pour comprendre potentiellement ce qui ne fonctionne pas, mais surtout avoir des premiers éléments statistiques de vente. Ça, c'est super important, parce qu'il n'y a rien qui rassure plus un nouveau magasin que vous allez démarcher que si vous lui dites, alors, rassure-toi, dans les magasins comme le tien, Carrefour Market, moi, en moyenne, mes clients, ils repassent tous commande, et en plus, ils vendent 2 000 € de marchandises par mois. Je l'ai sur tel magasin, tel magasin, tel magasin. Et donc ça va être un élément extérieur de validation qui va être super important pour vos nouveaux clients, parce qu'il faut se mettre à leur place, ils prennent un risque, ils ne vous connaissent pas forcément. 2 000 € de marchandises ou 1 000 € de marchandises, c'est quand même 1 000 € de marchandises, quoi. Et donc si ça ne se vend pas et que ça part en casse, ça leur coûte évidemment de l'argent. Donc l'objectif du premier magasin que vous allez démarcher, ça va être de créer cette success story pour avoir des chiffres intéressants derrière à partager avec vos futurs prospects. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est identifier des magasins à la clientèle adaptée et contacter directement le chef de rayon concerné. Donc, dans la plupart des cas, dans les magasins indépendants et franchisés, c'est le chef de rayon qui va prendre la décision de travailler avec vous. Parfois, il aura besoin de faire valider ça par son directeur. Mais en tout cas, c'est lui qui gère son rayon, c'est lui qui gère son résultat net sur son rayon. Et donc, c'est lui qui va décider de bosser avec vous ou pas. Et donc, ce qui va être important d'une part, c'est que vous arriviez pour ménager un peu vos efforts. Il y a des milliers de magasins en Ile-de-France, donc vous n'allez pas tous pouvoir les faire au début. De trouver déjà quels sont les magasins dans les zones qui vous intéressent. Si vous avez des produits premium, je reprends mon exemple, il faut aller à Montesson, il faut aller à Villiers-en-Bière,
faut aller dans certains arrondissements de Paris. Et là, vous dites que vous allez peut-être pouvoir accrocher une clientèle qui correspond. Si vous avez des produits plutôt entrée de gamme, là, évidemment, ça va être peut-être un petit peu différent. Vous allez aller dans des zones avec un peu moins de pouvoir d'achat, etc., etc. Très vite, dès que vous en avez, il va falloir partager avec le chef des rayons les caractéristiques différenciantes de vos produits et les statistiques de vente. Ce que je mentionnais tout à l'heure, la VMH, et excusez-moi, j'aurais dû mettre ce que ça veut dire, c'est les ventes moyennes hebdomadaires. Donc les ventes moyennes hebdomadaires, c'est combien de produits sont vendus par mois, par semaine, pardon, sont vendus par semaine. Ça, c'est un indicateur assez classique chez Carrefour, par exemple. Chiffre d'affaires moyen au mètre linéaire, super important aussi. Si on se met dans la peau du magasin, le magasin, il a une place finie. Il a un certain nombre de rayons avec un certain nombre de ce qu'ils appellent de mètres linéaires, de places en rayon. Et donc, lui, sa question, c'est comment est-ce que je maximise les produits que je mets sur un mètre linéaire. Il faut que les produits qui soient, ils génèrent le plus de chiffre d'affaires possible. Donc, si vous arrivez à leur montrer que vos produits sur un mètre linéaire d'espace occupé, ils sont rentables, et plus rentables idéalement que d'autres produits qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, évidemment que ça va les intéresser. Donc là, ce que je vous raconte, c'est une logique très financière. Il y a évidemment des facteurs extra-financiers qui rentrent. Avoir des produits locaux, par exemple, c'est un enjeu d'image, c'est un enjeu aussi d'attractivité. Ça peut être un produit d'appel, et le produit d'appel, c'est super important parce que ça fait venir les clients dans le magasin qui vont certes acheter vos produits, mais qui vont surtout faire leurs courses dans tout le point de vente, sur toutes les autres références, plutôt que d'aller chez les concurrents d'à côté. Donc, on vous recommande évidemment de travailler sur la logique financière. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement pour le magasin. Pour autant, garder en tête que c'est évidemment pas le seul facteur et le seul critère des décisions pour le magasin. Il y a tous ces enjeux autour de l'attractivité du point de vente et de l'image qui sont évidemment super importants avec des petits fournisseurs. Petite reco aussi qu'on vous fait, c'est proposer des échantillons. Là, j'ai une approche très rationnelle dans ce que je vous raconte, mais souvent, un chef de rayon, vous allez en avoir des gens très rationnels qui décident avec des chiffres, etc. Vous allez aussi en avoir qui vont acheter vos produits parce qu'ils les aiment bien. Et ça arrive quand même très souvent. Ils vont se dire, OK, j'ai goûté, c'est sympa. Franchement, j'ai envie d'avoir ça dans mon rayon, je vais tester. Et ça ne va pas être plus compliqué que ça. Donc, faites-leur goûter, faites-leur découvrir leurs produits. Vous êtes les mieux placés pour en parler et pour les vendre. Et donc, évidemment, plus vous pouvez proposer des échantillons de façon raisonnable, plus d'une part, vous valorisez votre interlocuteur qui est toujours content de recevoir un petit cadeau. Et puis en plus, il peut goûter vraiment et se faire un avis lui-même sur le produit et prendre une décision d'achat souvent qui est basée uniquement sur ça. Thibaut, on a des questions. Oh, parfait. Hop. Alors, je prends dans l'ordre. J'ai cru comprendre qu'il fallait proposer un présentoir à installer dans le magasin. Les rayons étant réservés aux grandes marques. Alors, non, ce n'est pas systématique. Souvent, il y a un enjeu de place dans les magasins. Comme je le disais précédemment, la place, elle est finie. Et donc, si vous pouvez apporter un meuble, c'est toujours, ou un présentoir, c'est toujours très apprécié par les magasins parce que ça leur permet d'éviter d'enlever des références qu'ils devraient enlever pour mettre vos produits. Parce qu'a priori, ils ont déjà rempli leur rayon à ras-bord. Donc, c'est vraiment une bonne pratique, effectivement, de pouvoir proposer des meubles. On a beaucoup de fournisseurs qui ne le font pas, je vous rassure. C'est un petit peu, c'est un coût aussi. Vous pouvez mettre en location, vous pouvez leur prêter. Évidemment, l'objectif, c'est pas forcément de le donner au magasin, mais c'est souvent très apprécié parce que notamment sur des magasins qui ont un peu moins de place, ils vont pouvoir ajouter vos produits directement sans avoir à faire un choix un peu cornélien. Et comme dirait l'autre, choisir, c'est renoncer. Donc, s'ils peuvent éviter de renoncer, c'est mieux avec un meuble additionnel et de la place additionnelle. Comment connaître les statistiques de vente de son produit? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est pas toujours simple, mais en fait, une fois que vous avez un client qui tourne, vous allez soit leur demander directement, c'est des informations que eux ont, évidemment. Nous, c'est des informations qu'on peut partager aussi sur des plateformes comme les nôtres. On arrive à récupérer sur certaines enseignes les données de vente. Ou un peu tout bêtement, et c'est pas entièrement exact, mais c'est à peu près correct, vous savez combien vous leur vendez tous les mois de produits. Donc, si vous leur vendez 1 000 € par mois, vous savez, grosso modo, en appliquant le taux de marge que je vous mentionnais tout à l'heure, 30% de taux de marge, ça veut dire que grosso modo, ils arrivent à faire 1 300 € de vente hors taxe sur ces produits-là. Et s'ils le font régulièrement, voilà, ça peut vous donner un ordre de grandeur. Vous pouvez en tout cas le déduire des ventes que vous faites au magasin. Évidemment, ça ne va pas être les mêmes sur un hyper, sur un market, que sur un magasin de proximité. Mais c'est un bon proxy. Ils n'iront pas vérifier, évidemment, à l'euro près. Ce qui est important, c'est qu'ils aient un ordre de grandeur de combien ça peut leur apporter.
Alors, bonjour, je rebondis sur ces données financières dans le cadre des centrales régionales. Avec les retours que vous avez, à partir de quel VMH magasin les centrales sont intéressées pour référencer une marque locale, notamment en épicerie salée? Alors, honnêtement, je ne vais pas vous dire de bêtises. On pourra peut-être demander à Anthony s'il a l'information. Je sais qu'il a bossé un peu au siège de Carrefour. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de ça. Donc, je prends le point. Je peux essayer peut-être de me renseigner en parallèle. On peut contacter les contacts qu'on a aux centrales régionales. Mais là, je vais vous dire une bêtise, donc je préfère pas vous répondre précisément, mais on prend le point. Alors, dans le démarchage, quelle est la manière la plus efficace de prendre contact avec les chefs de rayon? Visite physique, téléphone. Alors, idéalement les deux. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on vend aussi Keops au magasin. Donc, on est très habitué à travailler avec les points de vente, à essayer de leur vendre des choses. Et comment on fait, nous? On essaie de prendre des rendez-vous déjà par téléphone pour pas vous déplacer pour rien. Donc, l'idée, c'est pas forcément simple. Et vous verrez, avec Keops, on arrive à faciliter un petit peu ça. La méthode traditionnelle, on va dire, c'est vous prenez votre téléphone, vous appelez le standard, vous essayez d'avoir le chef de rayon. Une fois que vous avez vous avez trouvé le bon chef de rayon, s'il est là, s'il est disponible, vous essayez de caler un rendez-vous avec lui pour aller le voir en physique. Ça, c'est vraiment le truc un peu parfait. On peut vous montrer rapidement, hein, mais typiquement, ce qu'on va permettre sur une plateforme comme la nôtre, et on n'est pas là pour faire de la pub, hein, mais grosso modo, là, on peut vous aider un petit peu, c'est qu'on va vous aider à rentrer en contact. Par exemple, là, je suis connecté en tant que fournisseur sur le Carrefour Market de vente, rentrer en contact directement avec le bon interlocuteur. Par exemple, mon petit environnement de test, ils vendent des bières et des cidres. Et donc là, avec Keops, par exemple, vous pouvez rentrer directement en contact avec Nathalie à Vanves qui s'occupe du rayon bière et cidre, lui envoyer un message, l'appeler. Et donc, ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps dans vos démarches et dans votre prospection, plutôt que de passer par le standard. Et le standard, c'est toujours un petit peu compliqué. On est très bien passé pour savoir d'avoir les bons interlocuteurs, parce que vous ne les contactez pas forcément au bon moment, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont en vacances, parce que, etc., etc. Donc, en tout cas, façon traditionnelle, idéalement, téléphone et rendez-vous physique. Et Thibaut, ça peut pas être simple comme question, mais à quel moment de la journée et quel jour ils sont plus disponibles à accueillir les Ouais. rendez-vous et les appels? Alors, généralement, nous vous recommande, et ce qu'on fait nous-mêmes, hein, c'est la fin de matinée. Grosso modo, en début de journée, ils vont être super occupés par l'ouverture du magasin. Parce que ça prend, il faut faire la mise en rayon, il faut nettoyer, il faut s'assurer que le magasin est prêt à être ouvert. Après, ils vont gérer un peu les problèmes à l'ouverture, parce qu'il y a toujours des trucs qui ne se passent pas exactement comme il faut. Donc, vraiment, ce qu'on vous recommande, c'est à partir de 10h, 10h30 jusqu'à la fin de matinée, c'est là où ils vont avoir un petit peu de temps de cerveau disponible si vous voulez les contacter par téléphone. Évidemment, si vous voulez les contacter par chat ou par email, vous pouvez le faire de façon un peu asynchrone. On ne recommande pas trop l'email, honnêtement, parce qu'ils sont souvent assaillis d'emails. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les lisent pas, mais honnêtement, encore la semaine dernière, j'étais avec un magasin Intermarché dont je tairai le nom, qui nous dit mais Thibaut, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai du temps pour lire mes livres? Donc c'est pas forcément la meilleure approche. On a une autre question. Oui. Thibaut. Comment maximiser le taux de réponse des magasins sur 4? Alors là, c'est peut-être un petit peu précis. C'est une très bonne question et on sait que nous, ça fait partie un peu des. Je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs de Keops autour du webinaire. Nous, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Ce qu'on recommande, généralement, c'est un petit peu ce que je disais, c'est d'essayer de bien cibler les magasins avec qui vous voulez prendre contact, que ce soit des magasins pertinents pour vos produits, même si on en a bien conscience qu'Keops, vous n'êtes pas encore énormément sur ça. Ensuite, le second point, c'est d'avoir un peu je vous l'ai montré très brièvement, mais il y a un petit message à envoyer. Et là, dans ce message que vous faites là, il faut avoir tous les bons arguments que je mentionnais précédemment. Idéalement, si vous avez des statistiques de vente, les caractéristiques différenciantes de vos produits, des preuves de bon fonctionnement sur d'autres magasins, des références, il ne faut vraiment pas hésiter. Parce qu'en gros, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Hein, si vous faites un pavé, on a vu parfois quelques fournisseurs qui faisaient ça, des pages et des pages. Dites-vous que le chef de rayon d'un magasin, c'est un peu un métier d'hyperactif. Il n'a pas le temps. Il fait 4000 trucs en même temps. Et donc, il faut vraiment que vous arriviez à être synthétique et qu'en 30 secondes, ils comprennent et qu'ils disent OK, j'ai envie de voir j'ai envie de répondre, j'ai envie de le voir en magasin.
C'est pas un exercice facile et vous pouvez tester un petit peu avec des premiers messages, revoir ce qui marche, ce qui marche pas, avoir un message vraiment à la fois synthétique et qui met vraiment en avant les caractéristiques différenciantes de vos produits, plus des preuves de réassurance avec idéalement des statistiques de vente qui sont bonnes. Hop. Donc peut-être sur les petits conseils qu'on met à droite aussi sur le démarchage, on vous recommande évidemment de privilégier les magasins indépendants et franchisés au central et même au magasin intégré. Magasin intégré, c'est toujours un peu plus compliqué. Nous, on le fait beaucoup, on travaille beaucoup avec Carrefour Intégré, mais c'est quand même des processus qui sont un peu plus longs, un peu plus difficiles et des process de décision qui sont un peu plus complexes. Et donc, oui. Thibaut, je te coupe rapidement, on ne voit plus ton écran, on est toujours sur Keops. Oh, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Célia. Donc, plutôt des indépendants et des franchisés. Donc des entrepreneurs qui vont pouvoir vous répondre du tac au tac. Ils vont vous voir, ça les intéresse, ça les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, vous passez à autre chose. Si ça les intéresse, le lendemain, ils vous passent une commande. Et puis, plutôt privilégier des supermarchés et des hypermarchés que des magasins de proximité pour une raison assez simple. C'est la raison du Franco. J'en ai pas encore parlé, mais donc le Franco, hein, c'est le minimum de commandes que vous allez demander pour pouvoir accepter de livrer sans frais le magasin. C'est vraiment le standard, c'est-à-dire qu'on va dire, moi, fournisseur, j'accepte de vous livrer sans vous ajouter des frais de livraison pour 300 €. En dessous, soit je ne livre pas, soit je vous rajoute des frais de livraison, ce qui généralement refroidit un petit peu les magasins. Donc, les hyper et les super, ils vont réussir à vous passer des commandes à 500, 600, 700 €, parfois beaucoup plus. Ils savent faire, ils ont du volume, ils ont du trafic. Un magasin de proximité, plus compliqué. Il a beaucoup de problèmes de place. Il va vous négocier les francos, ça c'est sûr. Il va vous dire, ouais, non, au moins pour la première commande, fais-moi 100 € ou 150 €, que je vois si ça marche. Et il aura évidemment moins de volume et moins de trafic qu'un plus gros magasin. Donc vraiment, pour tester, ce qu'on vous recommande, c'est de commencer par des plus gros, où vous pourrez vraiment mieux montrer ce que vous voulez. Ok, vous avez trouvé un magasin avec qui qui a accepté de travailler avec vous. Il s'agit ensuite de référencer les produits. Alors vous pourriez vous dire, bon, c'est le problème du magasin, référencer ses produits dans son système informatique, pas mon souci. C'est votre souci au partir du moment où, tant qu'il n'aura pas ces produits dans son outil, il ne va pas vous passer commande. Parce qu'il veut absolument que quand les produits arrivent, ils ne pourrissent pas en stock et qu'ils puissent être mis en rayon immédiatement et vendus directement. Parce que sinon, évidemment, c'est la trésorerie immobilisée. Vous connaissez ça très bien. Donc, premier point, super important, c'est arriver toujours systématiquement à avoir un catalogue avec vos références qui est prêt, qui est disponible, que vous pouvez partager au magasin. C'est quoi les informations indispensables que vous devez avoir tout le temps avec vous et tout le temps en mesure de communiquer au point de vente? C'est évidemment le nom de votre produit, le poids net, la TVA applicable d'un point de vue consommateur, le prix de vente, donc le fameux prix net dont on parlait tout à l'heure, et le colisage. Le colisage étant par combien je vends, est-ce que je vends par 6, par 12, par 24, telle référence. C'est vraiment et j'ai évidemment oublié le code barre. Le code barre est aussi indispensable pour communiquer, parce qu'ils vont avoir besoin de ces informations-là, toutes ces informations pour créer les références dans leur outil. Peut-être pour vous montrer très, très rapidement à quoi ça ressemble, et c'est là aussi où nous, on aide les magasins. Typiquement, je me suis connecté là sur Keops avec le Carrefour Market d'Anthony de Nangy qui nous rejoint un peu plus tard. On va leur permettre, une fois que vous avez référencé vos produits, de récupérer dans leur format à eux vos références. Donc là, j'ai cliqué sur un petit bouton qui s'appelle exporter les produits. Et pour que vous compreniez ce qu'eux font derrière, en fait, ils ont besoin de remplir un fichier comme ça, avec toutes les informations nécessaires de vos produits pour pouvoir derrière le réimporter dans leur système informatique. Et donc ça, évidemment, ça prend du temps. Parfois, ils savent, pour certains, même pas utiliser le fichier Excel que je vous montre. Et donc, ils vont créer les références à la main, une par une, champ par champ, valeur par valeur. Ça leur prend du temps. Et tout ce qui prend du temps n'est généralement pas fait. Et c'est ça qui va vous mettre de l'inertie entre le moment où vous êtes mis d'accord et le moment où vous allez recevoir votre première commande, parce que peut-être que vous avez mis du temps à lui envoyer votre catalogue. Si vous lui avez envoyé votre catalogue, peut-être qu'il n'y a pas toutes les informations nécessaires, et donc il va être bloqué. Il va vous relancer, il va vous dire, OK, j'ai pas le point net, il me faut le point net. Hop, vous allez faire des allers-retours. Ça va prendre du temps. Et puis une fois qu'il a toutes les informations, il va falloir qu'il prenne du temps pour se mettre devant son PC et créer les fiches articles une par une. Ça, c'est super long. Et donc, il faut vraiment arriver à fluidifier ce process-là. Nous, souvent, on le fait pour le compte de nos clients directement, pour vraiment que ça aille super vite et qu'en 24 heures, vous puissiez avoir les produits référencés
dans l'outillage informatique du magasin. Donc vraiment là, le conseil, Keops ou pas Keops, c'est d'avoir un catalogue produit à jour et toujours prêt à être transmis avec les informations indispensables pour, les magasins. Et je vois qu'il y a une question. Oui. Quid des valeurs nutritionnelles? Alors, excellente question. Excellente question. Et excusez-moi, j'ai Anthony Delon qui m'appelle, donc il y a peut-être un. Est-ce que c'est là, si tu as son numéro sur le spot, tu peux essayer de le rappeler parce Oui, qu'il est je m'en occupe tout de suite. Merci beaucoup. Excusez-moi. Donc, pour la partie valeur nutritionnelle. Alors, c'est un point super important. Tout ce qui est ingrédients, valeur nutritionnelle, allergènes, c'est évidemment indispensable en termes d'étiquetage sur vos produits, mais ça, c'est vrai que vous vendiez en GMS ou vous ne vendez pas en GMS. C'est en principe obligatoire, à quelques exceptions dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais c'est vraiment une bonne pratique de les avoir sur vos étiquettes produits, comme vous le dites, Cédric. Ça ne va pas être nécessaire de communiquer ça pour créer les produits dans l'outil du magasin quand on fait du direct, quand on ne passe pas par la centrale d'achat. Par la centrale, ils vont être un peu plus exigeants. Quand vous faites du direct, pas besoin. C'est vraiment les produits que je mentionnais tout à l'heure, parce qu'en fait, ces informations-là, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi est-ce que des fois, ils vous les demandent, ou les centrales vous les demandent? C'est pas pour vous embêter, c'est pour faire de la publication sur leur site de vente en ligne, sur leur drive, sur le e-commerce. Parce qu'à partir du moment où ils vendent des produits sur le e-commerce, ils vont avoir besoin de publier ces informations-là, parce que c'est une obligation légale, en fait. Ils ne peuvent pas vendre un produit sans les ingrédients, les allergènes sur leur site web. Donc, pour résumer, non, pas indispensable pour la vente en direct en physique. Si demain vous voulez vous publier un peu sur le drive, c'est des informations qu'on essaie de récupérer. Pour la première approche en GMS, est-il conseillé de démarcher en ayant déjà les codes barres dans un catalogue produit? Oui, complètement. Ça va rassurer le magasin de savoir que vous avez des codes barres, parce que sinon il va recevoir votre catalogue, il n'y aura pas les codes barres, il va se dire, oula, si ça se trouve, il n'y a pas de code barres, est-ce qu'il va falloir que je m'en occupe moi-même? Est-ce qu'il va réussir à en avoir? Donc oui, faites des codes barres honnêtement, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un petit investissement au regard du gain que ça peut avoir pour vous. Faites-le avant. Et dans tous les cas, même sur les codes barres, il va falloir étiqueter vos produits. Donc, si vous pouvez le prendre en compte aussi dans le packaging que vous faites ou vous faites faire, c'est mieux. Donc, vraiment, Fabrice, je vous conseille vraiment d'avoir des codes barres et d'envoyer les codes barres directement avec le catalogue. Et une question d'Alexandre, comment gérer la partie merch après avoir l'accord de travailler avec un magasin? Alors, pour ceux qui ne savent pas, la partie merch, généralement, c'est ce qu'on appelle un peu la partie mise en rayon, où on a certains magasins, alors souvent avec des plus gros fournisseurs, qui vont parfois vous demander de les aider sur la mise en rayon. On ne le voit pas énormément en Ile-de-France, mais on a des magasins qui le font. Donc ça, je pense qu'un des points importants, surtout quand vous êtes un petit fournisseur, c'est d'être clair dès le début avec les magasins. Si vous n'avez pas beaucoup de points de vente, soit vous acceptez de le faire. Et effectivement, ça veut dire que quand vous livrez une commande, vous acceptez de les aider sur la mise en rayon pour mettre vos produits en rayon. Ça peut avoir l'avantage de vous assurer que vos produits sont mis en rayon vite, que vous avez une bonne place dans le rayon, que le facing, il est joli et bien fait. Par contre, évidemment, ça coûte du temps et donc de l'argent. Donc, soit vous acceptez de le faire, soit vous n'acceptez pas de le faire. Et il faut être très clair avec le magasin. On a beaucoup de magasins, ça ne leur pose pas de problème de faire la mise en rayon. Ça fait partie de leurs compétences. Il faut juste que ce soit clair pour eux. Peut-être que certains n'accepteront pas, mais nous, ce qu'on voit en Ile-de-France, en tout cas, ce n'est pas forcément vrai sur les zones géographiques, c'est qu'on a quand même beaucoup de magasins qui acceptent sans souci de faire la mise en rayon, sans demander aux fournisseurs de le faire. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, Alexandre, si vous voulez le faire et qu'il y a de plus en plus de points de vente, la partie merch qui est aider le magasin à passer des commandes, vous pouvez prendre un agent commercial. Bon, vous pouvez utiliser Keops aussi. Ça fait partie des choses qu'on fait où on va régulièrement sur le point de vente pour s'assurer que les commandes sont faites. Donc là, on est plutôt sur une approche commerciale, pas forcément du merch au sens premier du terme lié à la mise en rayon. Sur la partie mise en rayon, vous avez des agents spécialisés qui font ça. On pourra vous partager des noms qui mettent à disposition des personnes dont c'est le métier et qui vont effectivement passer pour faire la mise en rayon. C'est des indépendants souvent qui font ça. Donc oui, ça existe et je vois votre dernier commentaire. Vous avez certains magasins qui refuseront. C'est pas forcément la norme en Ile-de-France, mais ça arrive. Et donc là, soit vous le faites, soit vous effectivement vous contactez une agence. On parle vraiment de mise en rayon. Hein. Vous pouvez contacter des agences, vous pourrez les communiquer avec les slides si vous voulez. On connaît quelques boîtes qui savent faire ça et qui vous. Mais bon, ça évidemment. Vous pouvez recruter évidemment des gens, des alternants, des stagiaires, des salariés pour vous filer un coup de main sur ça. Hop.
Ensuite, vos produits sont référencés dans le magasin et il ne reste entre guillemets plus qu'à le livrer. Bon, livrer un magasin, ça pourrait avoir l'air simple. Il faut faire un petit peu attention quand même parce que le magasin il n'est pas ouvert toute la journée, il n'accepte pas forcément les livraisons toute la journée non plus. Donc, il y a des horaires de livraison, des protocoles de livraison. Il faut arriver à aller à la bonne adresse. Parfois, sur les gros hypermarchés, il faut aller sur le quai fournisseur. Et puis, certains magasins vont vous dire bah, moi, le frais, je le prends que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, de 9h à 11h. Par contre, l'épicerie, c'est de 8h à midi. Et donc, si vous ne voulez pas perdre votre temps, il faut essayer de récupérer ces informations le plus tôt possible pour que vous soyez efficace et que vous ne vous déplacez pas pour rien. On a des fournisseurs à qui ça arrive régulièrement. Ils vont en magasin à 15h, le quai de livraison il est fermé. Bah, vous pouvez retourner chez vous et vous avez perdu votre temps et généralement accumulé pas mal de frustration par la même occasion. Donc ça, c'est une information que vous pouvez évidemment demander au magasin. Nous, ça fait aussi partie des informations qu'on récupère évidemment. Vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Un peu trop zoomé. On a toutes les informations de livraison avec les horaires de réception. Par exemple, le Carrefour Market d'Anthony, il va accepter les livraisons de 6h à 14h tous les jours, sauf le dimanche. Et puis, petite information aussi, c'est bête, mais sonnez au niveau de la porte de réception avec une adresse de livraison qui est spécifique au Carrefour Market, qui n'est pas forcément l'adresse des clients. Donc vraiment, bien vous assurer de bien avoir l'adresse et les horaires pour ne pas perdre votre temps. Et puis, la facture, c'est évidemment super important. Et là, pareil, il va falloir, quand vous travaillez avec le magasin au départ, poser cette question-là. Comment est-ce que vous vous faites payer? Il y a des processus qui sont différents d'un magasin à l'autre. C'est souvent plus facile chez les franchisés et chez les indépendants. C'est aussi pour ça qu'on vous recommande de commencer à travailler avec eux. Parce que bah voilà, c'est des plus petites entreprises. En gros, vous envoyez la facture au boss, ça va être traité. Si vous envoyez à l'inverse la facture au directeur d'un magasin intégré Carrefour, qui est détenu par le siège de Carrefour, il ne va rien en faire. Là, il faut le savoir, il faut demander, il faut envoyer la facture avec le bon code, potentiellement à Mondeville, en Normandie, où est le centre de facturation de Carrefour. Et donc, ça, c'est des informations qu'il est vraiment super important de récupérer le plus vite possible dès que vous avez la relation avec le magasin pour être payé le plus rapidement possible. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la grande distribution, en tout cas des clichés qu'on pourrait avoir, ne sont pas des mauvais payeurs. Par contre, des fois, ils sont un peu désorganisés ou il y a un peu de process compliqué. Et donc, la facture se perd parce qu'elle n'est pas arrivée au bon endroit, parce que la bonne personne ne l'a pas traitée et ça prend du temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour être payé. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment faire en sorte d'arriver à envoyer la facture au bon endroit. Et typiquement, pareil, vous avez souvent dans les magasins, je reprends celui d'Anthony, des contacts de facturation qui sont dédiés, là c'est Anthony lui-même directement, à qui vous pouvez envoyer la facture pour être sûr d'être payé directement. Ça peut être un comptable, ça peut être le propriétaire, ça peut être le chef de rayon. Chaque magasin peut être organisé un peu différemment, mais vraiment bien envoyer la facture à la bonne personne. Hop. Et puis, le dernier point, ça peut arriver aussi, vous pouvez avoir des ruptures de stock, c'est des choses qui arrivent, des manquants. Donc là, l'idée, c'est évidemment de pouvoir prévenir le magasin le plus rapidement possible, qu'il puisse s'organiser lui, peut-être ajuster sa commande. Quand vous préparez votre commande, vous vous rendez compte que vous avez des ruptures et donc il faut évidemment essayer de le prévenir le plus tôt possible, pour éviter toutes les déceptions qu'il pourrait avoir ou un litige potentiel parce que vous n'avez pas livré ce que le magasin avait commandé, il va se dire il manque tel colis, comment on fait, il me faut un avoir, etc. etc. Si vous partagez cette information-là le plus tôt possible, le magasin est en mesure d'ajuster sa commande et de évidemment traiter le sujet une fois que vous le livrez. Et le tout dernier point, je vois que l'heure tourne avant de laisser la parole aux intervenants, suivre les ventes et obtenir des commandes de réassort, c'est sûrement le plus important. Faire en sorte d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième commande. C'est ça qui va vous permettre d'amortir vos coûts d'acquisition. Donc là, plusieurs techniques. Le premier point, et ça va demander un petit peu d'expérience, c'est idéalement, il faut que vos produits, pour qu'ils se vendent, il faut qu'ils soient bien placés dans le magasin. C'est super important. Et donc, quand vous êtes en discussion commerciale avec votre client magasin, il faut systématiquement demander où est-ce que les produits vont être mis. Si vos produits, et on l'a déjà vu, on a vu dans un magasin, alors c'était pas en Ile-de-France, mais des produits locaux qui étaient mis entre
la litière pour chat des produits d'hygiène, je peux vous dire que ça ne se vendait pas du tout. Parce que c'est pas là où va le client pour acheter ça. Donc c'est vraiment super important qu'idéalement vous arriviez à avoir vos produits en zone chaude. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, vous pourrez regarder un peu sur internet, mais une zone chaude, c'est évidemment une zone de passage dans le magasin et c'est aussi un bon emplacement sur le rayon. Pas trop haut, pas trop bas, idéalement à hauteur de vue. Évidemment, ça se négocie avec le magasin, ce qui va vouloir que ces zones, ces zones privilégiées, elles soient disponibles pour ses meilleurs produits. Ça peut être ce qu'on appelle des têtes de gondole aussi. Alors ça, c'est encore mieux. Les têtes de gondole, c'est ce qui va faire l'angle des rayons le long des allées. Donc ça, c'est des emplacements qui sont très très bons. Pareil dans l'allée centrale, qui est généralement l'allée dans laquelle on rentre dans le magasin, où on a des super emplacements. Essayez de négocier l'emplacement, vous n'y arriverez pas toujours, mais c'est sûr que si les produits sont bien placés, ils se vendront mieux. Récupérer les données de vente du magasin, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est du commerce, il faut parfois relancer le point de vente parce qu'il est obligé de passer commande, parce qu'il a plein de trucs à faire. Et donc, si vous êtes un peu seul et que vous n'avez pas de commerciaux ou pas de plateforme comme Keops, appelez-les, demandez-leur, tu n'as pas passé commande cette semaine, c'est normal, c'est pas normal. Si oui, passe commande. Parfois, souvent, ils ne repassent pas commande juste parce qu'ils ont oublié ou qu'ils n'ont pas eu le temps. Et si ce n'est pas le cas et qu'ils veulent arrêter de travailler avec vous, ils vont vous le dire. Et dans tous les cas, ça sera intéressant parce que vous aurez du feedback. Dans tous les cas, ce qui est vraiment super important, quel que soit le canal de commercialisation, que ce soit en direct, par téléphone, en physique, par kiosque, peu importe, maintenez une relation avec vos clients. Ça peut être du bon sens, mais il faut construire cette relation avec les chefs de rayon. Oui, ça prend un peu de temps, mais bon, c'est de la gestion commerciale. Parfois, nous, on peut le faire pour vous, mais c'est toujours bien, dans tous les cas, de faire un point avec eux et vous apprendrez plein de choses dans tous les cas. Ils sont contents de vos produits, ils ne sont pas contents, lesquels marchent, lesquels ne marchent pas. Et donc, maintenez cette relation loin des yeux, loin du cœur, hein, parfois. Et donc, c'est un métier humain. Il faut construire de la relation humaine avec vos clients, y compris en grande distribution. Et je vérifie qu'il n'y avait pas d'autres questions. Ah, si, il y avait une dernière question. Quelle est la bonne fréquence de contact? Alors, ça dépend beaucoup des typologies de produits que vous faites. En gros, si vous faites de l'ultra frais et que vous avez des commandes tous les 2 ou 3 jours, voilà, évidemment, c'est bien d'avoir des contacts assez. Il y a une baisse de commandes. Si vous êtes sur des produits d'épicerie où en moyenne, les produits peuvent rester en rayon 2, 3 semaines, 1 mois, la fréquence peut être un peu plus faible. Évidemment, c'est ajusté aussi sur le volume que fait le magasin. Plus le client va être un gros client pour vous, plus il faut contacter régulièrement. Mais honnêtement, si tout va bien, si vous avez le magasin une fois par mois au téléphone, je pense que c'est déjà très bien. Et puis, idéalement, arriver à faire un ou 2 rendez-vous en physique, même si tout va bien, par an, pour voilà, construire cette relation, peut-être présenter vos nouvelles références, parce que souvent, ils recommandent toujours la même chose, ils ne connaissent pas vos nouveaux produits, s'il y en a. Donc, essayez de les avoir une fois par mois au téléphone. Et puis, mais Kitry peut peut-être aussi expliquer ça encore mieux que moi, comment ils font à la ferme de Viltin, et puis quand même faire quelques rendez-vous en physique avec eux, parce que c'est bien de se voir. Et donc, si ça vous va, vu que je retourne en parlant de Kitry, Thibaut, le directeur du magasin de Nangy s'est déjà connecté, Monsieur Delon. On peut inverser. Ouais, si ça ne te dérange pas. De planning. Donc, désolé Kitry, on va commencer par Anthony qui est un agenda un peu chargé aujourd'hui. Et donc, Anthony, je te laisse la parole. Pas de souci. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Alors, j'en profite, du coup, j'ai la chance, je suis dans un beau cadre. Et aujourd'hui, j'étais en jour off, donc j'étais à Fontainebleau, donc j'en profite juste pour me connecter rapidement. Donc, je me présente, Anthony Delon, donc je suis le partenaire du Carrefour Market de Nangy, que j'ai repris du coup en location-gérance depuis le 31 mai 2024. Je vous passe mon parcours, j'ai fait plein de choses différentes, mais grosso modo, j'ai été directeur de magasin dès mes 24 ans chez Carrefour. Je suis un pur produit Carrefour, puisque du coup, j'étais directeur de magasin, j'étais responsable aussi déploiement e-commerce. Après, j'étais responsable au niveau de la supply chain, où je gérais 14 entrepôts en France, et j'ai sauté le pas de l'entrepreneuriat depuis donc du coup le 31 mai 2024, et j'en suis ravi. Et du coup, il m'a fallu tout de suite au début trouver justement ces avantages concurrentiels, et j'avais un de mes collègues qui travaillait avec Keops, et du coup j'ai franchi le pas pour justement un petit peu moi mon but c'était de développer mes fournisseurs locaux. Pour faire très simple sur mon histoire, moi mon grand-père c'était un petit agriculteur, je dirais même un petit paysan, il avait une petite ferme, on élevait des cochons, des poules, il y avait des chevaux juste pour traire, juste pour faire justement les champs. Donc du coup je m'étais toujours dit, si j'arrive du coup à être un jour directeur de magasin, je veux absolument aider mes fournisseurs locaux et surtout l'ultra local.
Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, Keops, c'est ce qu'il m'a proposé. Donc, du coup, j'ai pu travailler avec mes fournisseurs vraiment à côté du magasin. N'ayant pas en plus la connaissance des fournisseurs, c'est pour ça que j'ai choisi Keops. C'était pour pouvoir justement avoir des apporteurs d'affaires, donc qui allaient m'apporter justement des personnes et surtout, du coup, donc des agriculteurs ou artisans en fonction de mes besoins sur le magasin. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce qui est important aussi de parler, parce que je sais que du coup, la grande distribution, parfois, on peut avoir une mauvaise image où on va négocier beaucoup les tarifs, où on va faire plein de choses. Moi, je vais être transparent avec vous. Les tarifs, en général, je ne les ai jamais touchés. Si je dois faire quelque chose, c'est moi en magasin qui dois pouvoir justement avec les marges jouer là-dessus. Et encore, moi, je prends toujours, pour être transparent avec vous, environ entre 20 et 25 points de marge sur mes produits uniquement. Et je ne négocie pas le prix d'achat parce que je pense que du coup, le prix d'achat il a été étudié. Je peux donner mon point de vue, des fois, si c'est trop cher, en disant attention sur des nouveaux producteurs qui pourraient être référencés ou même des fois des producteurs que j'ai fait référencer à Keops pour pouvoir travailler directement avec eux via la plateforme Keops, pour moi, qui a un gain de temps énorme. Et du coup, j'ai pu justement avoir des personnes qui étaient vraiment juste à côté du magasin. Et donc, ça. Ensuite, pour revenir du coup sur mon filon que j'avais loupé, sur le fait qu'effectivement, la grande distribution, des fois, on pouvait négocier les prix. Alors après, je ne vous dirais pas que les autres ne le feront pas. Moi, ça n'a pas été mon cas. La seule chose que j'ai négociée, pour être transparent avec vous, c'est les francos. En fonction, justement, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup d'ultra local, parce que là, il n'y a pas de franco de port. Par contre, ça m'arrivait aussi, sur certains besoins, d'aller chercher d'autres fournisseurs, outre que l'Île-de-France, pour pouvoir que Keops, justement, c'est un peu sa force aussi, et je n'ai pas forcément que l'ultra local. Je peux avoir des besoins, par exemple, un exemple concret sur le chocolat de Dubaï, que je voulais référencer sur le magasin. J'ai vu Keops et il y avait un fournisseur qui le faisait, justement, et ben, je l'ai contacté directement pour travailler avec lui. C'est aussi la force, et c'est pour ça du coup que moi je reste sur Keops, c'est le fait de, voilà, j'ai pas besoin de chercher, parce que des fois ça prend du temps. J'ai voulu référencer des fournisseurs aussi en local, je les ai appelés plusieurs fois, j'ai pas de retour. Donc du coup, quand c'est comme ça, avec Keops, c'est plus rapide. Donc moi, ça me fait un gain de temps. Et aussi au niveau de la facturation, on a directement les factures qui nous sont envoyées. Pour le règlement, c'est beaucoup plus simple. Donc ça aussi, c'est une chose importante. Alors après, vous parlez d'autres choses chez Keops, je pourrais rentrer dans le détail, vous parlez de plein de choses, mais après, c'est pas mon job. Moi, je suis juste un client qui, du coup, utilise cette plateforme et de mise, pour moi, c'est une plateforme de mise en relation, justement. Et ça, c'est super important. Et je finirai juste par dire, et moi, je suis en train de travailler justement avec Keops sur le sujet. Comme je vous ai dit dans ma présentation, j'étais au e-commerce. Et pour moi, le e-commerce, c'est vraiment quelque chose d'avenir. Et sur mon magasin, je le développe énormément. Et avec Keops, on est en train aussi de faire, on a un partenariat ensemble sur le magasin pour faire des tests. Alors, je ne sais pas si on en parlait juste avant ou pas, mais c'est super important, des produits locaux sur les drives du magasin. C'est impossible à l'heure actuelle sur les magasins en France, que ce soit en intégré ou en franchisé, d'avoir sur le drive des produits locaux pour différentes problématiques techniques où je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est impossible. Mais justement, grâce à Keops, avec leur base de données et leur data, on est en train de pouvoir le faire. Et moi, j'ai lancé déjà certains produits de mon magasin justement sur le drive en locaux et les clients en sont ravis parce que sinon à chaque fois ça les oblige à revenir en magasin pour acheter les produits locaux alors que là directement du drive on va pouvoir le faire grâce justement à la data de Keops. Donc voilà un petit peu pour mon ressenti en étant très succinct parce que je pense que faire un grand discours ça va pas servir à grand chose. On est des hommes de terrain en tout cas moi pour mon part donc je veux aller droit au but et Keops du coup m'a aidé et m'a développé énormément. Après, pour vous donner un ordre d'idée, moi sur Keops, grosso modo à l'année, c'est sur 2024. Donc j'ai commencé en juin 2024 avec eux jusqu'en décembre et j'ai acheté pour environ 50 000 € de marchandises sur 12 fournisseurs que j'ai référencés grâce à Keops. Donc voilà pour moi. Super, merci beaucoup Anthony. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Merci Anthony. Juste très bien, vous avez un petit moment avec nous? Encore quelques minutes? Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Si par contre, des personnes ont des questions ou il y a la moindre interrogation, n'hésitez pas. Vous pouvez revenir vers moi. Je laisserai à Thibaut le soin de laisser mon adresse email et je pourrai vous répondre avec plaisir à toutes vos questions. Très bien. Donc, messieurs, dames participants, on vous encourage à nous retourner vos questions dans la conversation dès maintenant ou à la suite du webinaire. Tout à fait. Merci. Merci, Anthony. Du coup, je vous abandonne. Bonne fin de journée à tous, bon courage. Et puis, j'espère peut-être à bientôt, parce que peut-être que j'ai les fournisseurs qui étaient à côté de mon magasin. Donc, pour rappel, Nangy, n'hésitez pas à me contacter. Si on pourra travailler ensemble, ce sera avec plaisir. Merci. Voilà, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
Et donc, pour continuer, peut-être de l'autre côté de la barrière, on va dire, on a Kitri, qui est directrice commerciale de la ferme de Vitin, qui nous fait aussi l'honneur d'intervenir. La ferme de Vitin étant déjà bien développée en grande distribution depuis plusieurs années, mais je vais laisser Kitri expliquer ça. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on travaille en grande distribution nous, depuis 3 ans. On a développé, alors déjà, on est une ferme laitière pour ceux qui ne connaissent pas la ferme. On est une ferme laitière dans le 78 à Joué en Josas. On est éleveur, producteur, transformateur. On fait nos propres produits laitiers avec le lait de nos vaches qui sont élevées sur la ferme. On fait des yaourts depuis 1954 et on travaillait exclusivement en restauration collective et commerciale en Île-de-France depuis les années 80-90. On s'est lancé en grande distribution donc avec une autre marque qui s'appelle le Petit Saclay. La marque de restauration collective s'appelle Ferme de Viltin du coup. Et le patron de la ferme avait volonté de vraiment distinguer les deux marques pour distinguer aussi les deux marchés. Et donc, notre marque de grande distribution s'appelle Petit Saclay. On a commencé il y a 3 ans et très rapidement, en fait, en juin 2023, on a commencé à travailler avec Keops. Moi aussi, j'ai quelques chiffres pour vous, pour vraiment montrer que ça nous a beaucoup porté. On a depuis juin 2023 plus de 260 commandes et plus de 30 magasins contractualisés et qui commandent vraiment plutôt régulièrement. On a des magasins qui commandent toutes les semaines, d'autres un peu plus ponctuellement. Mais on a vraiment une belle collaboration. En fait, on a aussi commencé par le canal direct en grande distribution il y a 3 ans. Mais Keops a été un gros tremplin parce on avait vraiment besoin d'être cadré pour se développer. On n'était pas nombreux sur le terrain et on avait aussi vraiment très peu de connaissances secteur. Je suis ingénieur agronome de formation, donc il me manquait vraiment le côté commercial en grande distribution. Donc Keops nous ont vraiment aidé à se développer de ce côté-là, à cerner complètement le secteur de la GMS. Et donc, on a commencé à travailler avec eux. Alors, on travaille sur Centrale avec certaines enseignes, Auchan, par exemple. Et on travaille du coup, avec Keops, avec tous les carrefours hyper de la région Île-de-France. On a une grande proximité avec ces carrefours-là grâce à toute l'équipe commerciale de Keops qui nous aide vraiment à être beaucoup plus présents sur le terrain. Ils organisent des supermarchés de producteurs, beaucoup d'animations. On a constaté en grande distribution qu'on ne pouvait pas lancer un magasin sans animation, sans présenter le produit. La ferme de Viltin, on a la chance déjà d'avoir une belle notoriété au niveau de la ferme de Viltin en Île-de-France. Mais le Petit Saclay, personne ne le connaissait. Et donc, il a fallu au début être un peu pédagogique, venir présenter le yaourt, venir faire déguster le yaourt, le présenter directement dans les magasins. Et avec ça, du coup, on a commencé à beaucoup plus vendre, à faire des commandes plus régulières, à proposer des commandes plus régulières, à connaître complètement ce monde-là. Et donc au début, on a un peu avancé à tâtons et après, finalement, on se prend un peu au jeu. On sait ce qu'on vend de façon hebdomadaire ou mensuelle dans un magasin. Et donc, on peut se permettre de proposer plus régulièrement des commandes. On passe plus régulièrement dans les magasins pour savoir si nos produits sont en rayon. Et on est épaulé complètement par Keops et les équipes qui passent encore plus régulièrement que nous, sans doute, dans certains magasins. On n'est que deux en commerce à la ferme, donc on a, entre la restauration collective commerciale et la GMS, on a pas mal de marchés à suivre. Et du coup, ça nous permet vraiment d'être épaulés et d'être guidés dans cette démarche-là. Je sais pas s'il y a des questions ou si il y a d'autres informations que vous sauriez connaître. Ah, alors, moi je t'entends pas du tout. Excusez-moi, j'étais mute. Je disais, Kitri, je ne sais pas si tu as peut-être
des conseils qu'on n'aurait pas mentionnés dans la présentation pour justement aider aussi au démarchage, à maintenir la relation commerciale avec les GM, la GMS au vu de tout ce que vous avez pu faire. Peut-être un petit mot sur la centrale aussi, je ne sais pas, c'est ça qu'on n'en a pas parlé du tout. Il y a eu quelques questions auxquelles je ne pouvais pas répondre tout à l'heure. Si un petit peu, c'est quoi ton retour sur les accords que vous avez en centrale aussi? Tu recommandes pas? Alors, c'est vraiment un fonctionnement complètement différent. On travaille en centrale avec Auchan, comme je le disais tout à l'heure, et les relations sont bonnes, mais on n'a pas du tout le client final qui commande notre yaourt. Il y a vraiment un espèce de flou, et comme on est peu nombreuses dans l'équipe, c'est compliqué de suivre chaque magasin. Donc, si on ne va pas dans un magasin, on ne sait pas s'ils commandent, et donc c'est beaucoup plus difficile à suivre. La chance de travailler avec Keops, c'est vraiment d'avoir de savoir exactement où vont nos produits, dans quels produits, les habitudes des magasins, quelle quantité, quel volume ils passent, à quelle fréquence. Est-ce qu'on est, enfin, voilà, d'avoir un suivi, un bien meilleur suivi des flux. C'est beaucoup plus compliqué sur Centrale. Merci Alban pour ta question. C'est beaucoup plus compliqué sur Centrale de suivre. Il faut être bien plus présent sur le terrain. Alors, il me semble qu'il y a des plateformes qui existent pour suivre directement. Je crois que les enseignes mettent en place, enfin les centrales mettent de plus en plus ça pour suivre. Alors, c'est pas complètement au point, ou alors je suis un peu nulle en informatique, mais c'est plus compliqué de suivre directement les ventes en magasin via ces plateformes-là. Donc, il faut vraiment se rendre en magasin très régulièrement, connaître tous les chefs de rayon, managers, etc., pour avoir un suivi beaucoup plus précis, chose que on a moins le temps de faire ici à la ferme de Villepin, et on aura volonté évidemment à mettre en place, mais qui se fait petit à petit. J'avais envie aussi de repréciser que on a Keops vient voir la ferme, enfin les équipes sont très les équipes sont hypersensibles aux fournisseurs avec qui ils travaillent, et donc chaque salarié Keops vient visiter la ferme, sait de quoi on parle, connaît les produits, et donc peut vraiment vendre ensuite en point de vente directement. Et en fait, c'est notre force commerciale aussi externalisée, entre guillemets, qui nous permet de s'assurer d'un suivi quand nous, on n'est pas forcément dans ce magasin. Bonjour Kitri. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Je ne sais pas si Oui. le micro fonctionne. Ouais. Bonjour Alexandre. Bonjour. J'ai une question là. Je vous ai écouté parler de centrale d'achat, notamment Auchan. Globalement, vous, est-ce que vous avez déjà eu des relations avec les responsables de rayon en magasin? Voilà, est-ce que vous, ça vous permet vraiment de suivre les emplacements des produits, etc. Comment ça se passe là maintenant que vous y êtes en centrale avec Auchan? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais on a des relations directes avec les magasins qu'on va voir le plus régulièrement. On a quelques salons aussi qui nous permettent de rencontrer tout le monde, mais un Auchan, par exemple, au nord de Paris, on ne va pas régulièrement le voir, et donc on n'a pas vraiment de relation avec lui. Et cette Et relation-là, elle va. Auchan à Oni ou Cergy, ça, vous allez moins y aller, quoi. Exactement. Après, il y a des opérations qui nous permettent, des opérations commerciales style deux Des tracts salons. dans l'année, où on fait une petite OP, on propose une ristourne, et du coup là, on fait beaucoup d'animations sur point de vente pour développer le produit et développer nos relations. Mais il y a beaucoup de magasins, peut-être de petits Auchan, etc., qui commandent sans doute nos produits et dont on n'a aucune visibilité, si on ne va pas les voir. Ok. Donc pour vous, la centrale, c'est une chose, mais il faut coupler avec le fait d'aller les voir en magasin. Exactement. Il y a rentrer sur Centrale, franchement, ça n'a pas été. C'est pas très compliqué. On nous a demandé de travailler avec 10 magasins en direct, ça a très bien marché. On en a ouvert 15, et au bout de 15, ils nous ont dit OK, venez sur Centrale. Et en fait, arriver sur Centrale, c'est moins marrant d'y rester parce qu'on n'a plus du tout les relations qu'on avait avec nos magasins en direct. Alors, on essaie de les garder, etc. Mais en fait, les commandes se multiplient et il faut aller voir tout le monde. Et donc, on essaie de se programmer des tournées mensuelles où on va voir, Et, on et, fait tout. moi, j'ai une question. Alors, je me fais l'avocat du diable, mais un agent co,
Prendre un bon agent co, c'est 10%. Prendre Keops, c'est 10%. Comment arbitrer? La question fait sourire Thibaut, mais comment arbitrer entre Keops ou un agent co qui est déjà bien implanté avec un réseau? Est-ce que c'est pas plus important, plus intéressant? Je sais qu'à l'ère de la digitalisation, aujourd'hui, on veut tout dématérialiser, tout centraliser, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, revenir au concret, mine de rien, les gens dans les rayons, c'est des gens qui passent beaucoup d'heures dans le monde de la grande distrie et ils sont sous-effectifs, ils galèrent, ils sont débordés, comme le disait Thibaut. Passer par un agent co qui prend 10 points, qui lui internalise de son côté le merch et gère le merch de son côté, est-ce que ça n'a pas plus de sens que passer par Keops qui propose du tout digitalisé? C'est quoi l'avantage en fait? Alors la plateforme Keops nous permet bien plus qu'un simple agent commercial. On a la gestion de commandes, la préconisation, la gestion des prix en direct, toutes les fiches clients, c'est beaucoup plus simple de les créer parce qu'on a directement les adresses, on sait à qui s'adresser. Pour la prospection, on sait exactement quel mail ou quel numéro de téléphone on va devoir appeler. On a un suivi de toutes les commandes qui sont passées. Tout est centralisé sur une plateforme. Mais l'agent co, c'est lui qui le fait ce travail. Si tu lui donnes 10%, si vous lui donnez 10%, c'est lui qui prospecte les magasins. Ouais, alors effectivement, pour l'instant, comme on est tout nouveau, on est relativement nouveau en grande distribution, on préfère maîtriser pour l'instant ce côté-là. Je pense que il n'y a pas meilleur vendeur que les salariés de la ferme en direct, et c'était hyper pertinent pour nous aussi de développer cette partie-là sans faire appel directement à un agent commercial. C'est un travail aussi qui me plaît beaucoup, moi, d'aller sur le terrain. Alors effectivement, on a moins de temps, mais Keops s'est présenté et on est très satisfait de cette solution-là. Si je peux me permettre de faire un commentaire par rapport à ça, je suis d'autant plus bien placé pour en parler que j'ai fait 26 ans de grande distribution. Il ne faut pas forcément opposer, en tout cas, il n'y a pas forcément une solution idéale entre Keops, l'agent co et notre capacité à nous à faire du terrain. Nous, notre capacité va être limitée par rapport à nos effectifs. Donc, plus on aura d'interlocuteurs en grande distribution, plus on aura de magasins à visiter, plus ça deviendra compliqué. Donc, on a besoin de relais. Keops, c'est une vraie bonne solution intéressante parce que, comme disait Kitry, elle amène beaucoup de services. La commande tombe, on met la facture sur Keops, tout ça est assez facile. Mais hélas, toute la distribution de la région Île-de-France n'utilise pas Keops et ils ont une offre quand même pléthorique dans Keops, donc ils ne peuvent pas toujours s'y retrouver. C'est pas évident. Donc, sous réserve de trouver un agent co, c'est aussi une solution intéressante. Après, le problème des agents co, c'est qu'il y a à boire et à manger. Par contre, si on a la chance de tomber sur un bon agent co qui a un réseau comme ça, qui connaît les chefs de rayon depuis des années et qui est capable de nous placer de la marchandise, il ira principalement dans les hyper, il faut être clair, c'est aussi utile. Donc, à partir du moment où nous, dans nos types de sociétés, on a des moyens limités, je crois qu'il ne faut pas hésiter à utiliser tous les moyens à notre disposition, sous réserve de pouvoir les gérer. Et je ne crois pas qu'il y ait une solution idéale. Keops reste un bon outil, ça c'est clair. Merci Alexandre, merci Christophe pour vos questions. On en a 3 autres qui sont arrivés. Il nous reste 4 minutes. Donc on va commencer par Alban qui demandait comment se rémunère Keops et combien ça coûte. Kitry, Thibaut, en 30 secondes, si vous pouvez. Alors, on n'est pas là pour, même si ça tourne un peu comme ça, on n'est pas là pour faire du push commercial, vraiment. Donc, nous, en gros, on se rémunère de 2 façons. D'une part, on fait payer les magasins, c'est important. Donc, les magasins paient une licence d'accès pour accéder à Keops. Donc, les fournisseurs ne sont pas les seuls à payer. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à amortir certains de nos coûts et faire un peu l'agent commercial sur des petits points de vente, notamment de la proxy où des agents commerciaux ne passent pas parce que c'est pas rentable pour eux. Et par ailleurs, on prend des pourcentages sur les transactions qui passent, côté fournisseur cette fois. Donc en moyenne 10%, comme l'a mentionné Alexandre, où on va prendre, chaque fois qu'on vous ramène un nouveau client, on va prendre un pourcentage des commandes qui passent. Et ensuite, une question pour Kitry de la part de Camille. Votre retour en tant que producteur local sur votre visibilité en magasin et qu'est-ce que vous mettez en place en termes de PLV pour être identifié? Alors nous, c'est top, on surfe quand même sur une vague de local et on travaille avec des magasins qui sont
hyper sensibles à la proximité, aux produits locaux, aux agriculteurs, etc. Et donc, en général, une discussion peut suffire juste pour dire, en fait, on se lance en grande distribution. Est-ce que, pour mettre en valeur les produits, est-ce que vous avez déjà, vous, dans votre magasin, une tête de gondole produits locaux? Ou alors, est-ce que, on va faire une animation, donc est-ce que vous pouvez nous mettre en bac central dans l'entrée de magasin? Ou vraiment, je pense que effectivement, la place en magasin est hyper importante pour l'implantation. Après, pour y rester, il faut sensibiliser ensuite les clients et les guider vers un nouveau lieu d'achat, entre guillemets, un nouveau rayon. Surtout, nous, je parle pour nos yaourts, on a des yaourts nature et des yaourts avec pas mal de saveurs différentes. Surtout, ne pas séparer les yaourts nature avec les yaourts nature Danone, Activia, etc. Et les yaourts aromatisés. Comme disait Thibaut tout à l'heure, il faut vraiment que le facing soit optimisé et beau et qu'on prenne le plus de place possible et donc tout mettre au même endroit. Alors, idéalement, négocier avec le manager ou avec le chef de rayon en disant, voilà, vous faites le choix de prendre des produits locaux, donc mettez-les en avant. Et nous, pour le coup, on a pas mal alors, on fait beaucoup d'animations dans les magasins. Keops dira peut-être pas assez, mais, mais franchement, on y passe quand même pas mal de week-ends. On a 3 stands petits saclets, vous pouvez voir directement sur Insta. On les met souvent en valeur, mais qui sont hyper pratiques parce que c'est une table qui se monte en 2 temps 3 mouvements et on offre un petit yaourt et on raconte l'histoire de la ferme. Et sinon, on a pas mal de petites PLV, des réglettes qu'on met à côté des prix ou alors des petits tours de prix. Je ne sais pas si j'en ai derrière moi. Voilà, pour des petits trucs comme ça qu'on met derrière les prix et qui nous permettent de mettre nos produits en valeur dans les rayons. Ensuite, on adapte complètement si le chef de rayon veut un visuel de 10 par 10 avec le nombre de kilomètres qui sépare la ferme du magasin, on peut le faire aussi. On s'adapte complètement avec les besoins du magasin. Et avec ce que lui, il peut faire aussi, parce qu'il y a des magasins qui n'acceptent pas la PLV dans les rayons. Et donc, ça dépend un peu de chacun. La PLV, désolé Clotilde, je prends 30 secondes sur la question. La PLV, c'est vraiment super important. Je ne l'ai pas mentionné parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais il y a 3 choses qui vont intéresser le magasin. C'est les meubles, les animations et évidemment la PLV. Comme disait Clotilde, certains peuvent vous laisser mettre votre propre PLV, d'autres ne veulent pas. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire et ce qu'on vous recommande, c'est nous, c'est quelque chose qu'on fait, c'est générer la PLV, la publicité sur le lieu de vente au format du magasin, donc au format Carrefour, au format Leclerc, au format Intermarché, parce que c'est important que le client final, il comprenne que vos produits, ils sont différenciants et que c'est un produit local. Et s'ils ne le connaissent pas, ils ne vont pas le deviner tout seul. Il y a 30 000 RF dans un hypermarché. Donc, il faut arriver à mettre en avant ce produit et donc avoir un petit stop rayon, avoir une petite affichette avec une photo, avec une petite description de votre activité, avec la distance géographique. Si vous n'êtes pas loin, c'est vraiment super important. Ça permet de créer de l'aspérité et de faire connaître vos produits aux clients. Et généralement, les magasins sont très preneurs de le faire parce qu'ils ont tous envie de montrer qu'ils font du local. En termes d'image, pour eux, c'est super important. On a encore 3 questions qui peuvent se recouper. Thibaut, les recommandations des agents sur le Val d'Oise, les points de vente sous la licence Keops et la proportion des magasins d'Île-de-France par rapport au national et si vous êtes au national, bien sûr. Alors, moi, je n'ai pas d'agent recommandé sur le Val d'Oise. Peut-être qu'il y a d'autres gens, par contre, dans l'Assemblée qui en ont. Parce que nous ne travaillons pas avec des agents, donc je suis une très mauvaise personne pour répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui en connaissent, mais en tout cas, vous pouvez répondre à Thibaut potentiellement directement. Combien de points de vente ont actuellement la licence Keops en Ile-de-France? Là, avec les magasins Carrefour qui rentrent, on parle de plusieurs centaines, pardon. On est en train de signer un gros contrat avec Carrefour, notamment pour avoir la plupart des intégrés en France, en Ile-de-France. Et tant que je suis sur cette question de points de vente, nous, on a 2 zones de prédilection, c'est l'Île-de-France et le Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA dans le sud-ouest, pareil, avec plusieurs centaines de points de vente. Et donc, Paris Intramuros, Petite Couronne, honnêtement, je ne saurais pas vous dire précisément. On doit en avoir au moins une centaine, peut-être un poil moins. On a moins de présence dans les autres régions, donc hors Île-de-France et PACA pour l'instant. Même si on a évidemment pour ambition de se développer très rapidement dans ces zones-là d'ici la fin de l'année prochaine.
Merci Thibaut. Pile poil, je pense qu'on pourrait laisser passer une dernière question, vraiment. Bon, a priori, vous avez fait le tour. Dans tous les cas, on donnera vos contacts, Célia et Thibaut, suite à ce webinaire avec le support de présentation. Et on le rappelle, le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le revoir. On est aussi disponible au niveau de la région Île-de-France. Donc Adélie pourra aussi transmettre son contact et moi-même au niveau de l'area Île-de-France en commerce, Clotilde Bataille. On aurait voulu faire des petits rappels agenda. Je vous propose qu'on vous les mette dans les mails avec les supports de présentation et l'enregistrement. Sauf si Thibaut, Adélie voulez dire un dernier mot éventuellement. Nous, c'est bon, comme je vous disais, on a beaucoup d'activités qui arrivent en Île-de-France avec un gros contrat qu'on est en train de finaliser avec Carrefour là. Donc, ça va nous permettre d'avoir encore plus de clients à vous proposer. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe KEAPS, à la région qui nous a soutenus. Et puis à très bientôt pour de nouveaux webinaires. N'hésitez pas pour vos questions par mail et on transmettra les questions à destination du directeur Carrefour à KEAPS, si vous en avez. Et donc oui, on travaille beaucoup avec les coopératives en Île-de-France, Alexandre. On a une petite dernière. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne fin de